D'abord, la préoccupation qui nous unit tous ici est celle de l'intégration et l'utilisation des technologies de l'information, tant au préscolaire, primaire que secondaire. En effet, vous êtes des acteurs, venez témoigner de ce que vous avez fait en ce domaine, ou des personnes responsables de ce développement, ou encore des administrateurs et des gestionnaires préoccupés par les questions d'intendance. Bref, vous êtes des personnes convaincues de l'utilité et même de la nécessité de cette intégration. Mais au moment même où n'importe quel observateur extérieur au réseau de l'éducation peut constater l'accélération de l'utilisation des technologies de l'information dans l'ensemble des activités de la société, la faible croissance de ces usages dans les milieux d'éducation ou encore des usages limités apparaissent comme une anomalie. L'école serait-elle le village qui demeurera, ce sanctuaire isolé, au milieu d'une société qui se transforme? Et si oui, qu'en est-il alors de l'utopie qui a alimenté certains, sinon beaucoup d'entre vous, celle d'une école dans laquelle l'ordinateur transformerait l'école parce que le rapport au savoir des élèves en serait changé? Cet échec relatif qu'on vous renvoie, et je m'inclus qu'on nous renvoie, est évidemment difficile à vivre. On pourrait essayer de s'en tirer en mettant cela sur le dos des autres, et tout d'abord, évidemment, sur celui du pourvoyeur de ressources. Mais c'est un argument qui ne tient pas longtemps la route, parce que des investissements importants ont été réalisés depuis 30 ans, et si vous les chiffriez, vous seriez étonnés. Et puis ce qui fait problème, ce n'est pas les investissements, c'est le décalage entre la modestie des usages et l'importance des efforts d'investissement consentis. Alors, où chercher ailleurs la cause? Dans l'inertie des enseignants? Dans leur résistance au changement? C'est la réponse facile à laquelle, évidemment, vous, à la différence d'autres personnes, ne succombez pas, du moins en public. Mais dans certaines stratégies mises en œuvre pour promouvoir auprès des enseignants ces technologies, n'y a-t-il pas comme un fond de ressentiment? Ne les considérons-nous pas comme des personnes à convertir? Ne trouvez-vous pas que certains appels au changement de paradigme peuvent résonner à leurs oreilles comme l'appel à un chemin de Damas? Pas d'excuses. Ne cherchons pas d'échappatoire, regardons le problème en face. Et si certaines technologies n'ont pas été utilisées par les enseignants parce que tout simplement elles ne faisaient pas leur affaire, parce qu'ils n'en voyaient pas la nécessité par rapport au travail qu'on leur demandait de faire. Et si dans nos activités de promotion et de diffusion, nous ne tenions pas suffisamment compte de la réalité de leur métier tel qu'il se pratique et doit être pratiqué, et si nous manquions de patience, de ténacité, alors que la route entre la sensibilisation et l'usage confortable d'une technologie est longue, et la route entre la sensibilisation et l'innovation, une route encore plus longue. En tout cas, quand on parle du développement et du déploiement des technologies de l'information et de la communication, ce sont là des questions qu'on ne peut éluder, parce que l'histoire montre que la clé des usages des technologies en éducation, et il y en a eu d'autres avant l'ordinateur, ce sont toujours les enseignants qui l'ont. Les technologies ont été appropriées quand elles leur permettaient de faire mieux certaines choses qu'ils devaient déjà faire et qu'ils voulaient faire
mais qu'ils arrivaient difficilement à réaliser. Alors c'est une réflexion sur ces questions que j'ai décidé de faire devant vous. Mais n'ayez pas trop d'attente. N'attendez pas une recette sur les usages qui vous dirait quand ça marche et quand ça ne marche pas. D'abord, je ne serai pas capable de vous donner une telle recette et le pourrais-je que je ne le ferai pas, car le but de ma conférence est de vous inciter à examiner à votre tour la question des technologies de l'information du point de vue de l'usager. Mais avant de me lancer, je voudrais vous dire où je me situe pour faire cette réflexion. Je ne suis pas un spécialiste des technologies de l'information et de la communication, ni un chercheur qui se préoccupe de ces questions. Je me considère plutôt comme un spectateur engagé par rapport à ce sujet. Il y a 20 ans, au Conseil supérieur de l'éducation, Robert Bisaillon, qui était président, m'a demandé de présider le comité mis en place par le Conseil pour préparer un avis au ministre sur les technologies de l'information et de communication et d'éducation. Depuis lors, je suis resté attentif au développement qui porte sur cette question. Mais depuis 3 ans, j'ai la chance de suivre de près un projet qui s'appelle l'École éloignée en réseau, coordonné par le CEFRIO, projet qui vise à expérimenter une certaine utilisation des technologies de l'information pour permettre le maintien des écoles des petites communautés éloignées. Ce qui se passe dans ce projet d'innovation a été important dans ma réflexion. Si je n'avais pas eu l'occasion de côtoyer les personnes impliquées dans ce projet, il y a des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Je fais référence à cette expérimentation. Ce n'est pas parce que je la considère comme la seule possible en matière de l'intégration des TIC à l'école, mais c'est simplement parce que ce que j'y ai vu m'a donné à penser. Alors, je mènerai ma réflexion en 3 étapes. Première étape, premier moment de la réflexion. Que peut nous dire le passé sur ce qui a empêché ou retardé le déploiement de l'usage des TIC à l'éducation? Je voudrais, et ceci ne va pas me rajeunir, revenir sur 2 essais passés de l'utilisation de l'ordinateur dans la classe et essayer de voir pourquoi ces usages promus et soutenus n'ont pas eu corps. Cet examen nous permettra peut-être de voir, a posteriori, certaines des conditions qui rendraient plus acceptable l'utilisation de certaines technologies par l'enseignant. Ces 2 exemples dont je vais vous parler remontent au début des années 1970. La première, je l'ai intitulée, comme les histoires qu'on raconte, la triste histoire du logo et la leçon ou de la nécessité de tenir compte du contenu des programmes d'études. Autour des années 1960, une équipe de chercheurs du MIT, autour de Packard, développe un langage de programmation destiné aux enfants. L'idée de base est la suivante. La programmation informatique met en œuvre des processus de pensée logique qu'il conviendrait que l'école développe chez l'enfant, sans pour autant faire de lui un programmeur. Packard est allé voir Piaget à Genève, qui lui dit que l'enfant construit ses propres connaissances en explorant et en travaillant au fil d'interactions continuelles avec les objets qui l'entourent. Ses propres connaissances en explorant et en travaillant au fil d'interactions continuelles avec les objets qui l'entourent. Ce qu'il faut donc développer, c'est cette capacité d'exploration, d'interaction, de résolution de problèmes, de réflexion formelle. Elle peut se développer indépendamment des contenus des programmes d'études. Pour développer ces capacités, on va donc proposer à l'enfant d'agir sur un robot, une tortue, et pour pouvoir le faire, on va lui apprendre un langage de programmation simple, le logo. Or, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un des grands développements de ce langage a eu lieu au Québec. Claude Monti, qui était à ce moment-là professeur au Cégep d'Édouard Montpetit,
à Longueuil, au début des années 70, se fait le promoteur d'une telle approche de formation. Il est soutenu d'abord par son collège, puis par le ministère de l'Éducation, et faute d'adhésion des enseignants à une telle approche du développement de la pensée formelle chez les enfants, le ministère arrête le financement. Il crée alors, Claude Monti, sa propre firme, qui développera les différentes versions du langage logo utilisées encore mondialement. Il y a encore des adeptes du logo à travers le monde. Et pour beaucoup d'entre eux, ils voient le développement actuel de l'Internet, du multimédia et des suites bureautiques dans les classes comme un phénomène de mode superficiel qui n'atteindra jamais le potentiel de formation du logo. Et pourtant, le logo n'a pas pris. Ça vaut la peine de s'interroger pourquoi. Pourquoi la grève du logo n'a pas pris à l'école? Quant à moi, j'y vois trois raisons. Le logo propose un apprentissage sans référence au contenu des programmes d'études. On appelait ces apprentissages, et le terme dit tout, des apprentissages piagétiens sans curriculum. Et certains promoteurs de cette approche proposaient que l'école se vide des contenus et organise des jeux formels, comme ceux des échecs, pour assurer la formation. Mais l'enseignant, lui, a un programme d'études, on lui demande de le couvrir, et il doit le couvrir comme il dit. D'où la leçon. Toute technologie qui ne tient pas compte de cette double réalité, celle de l'existence de programmes d'études et celle de l'obligation ressentie par l'enseignant quant au respect du programme d'études, sera du même goût que considéré. Deuxième élément d'explication. Les promoteurs du logo ont par la suite dépassé la manipulation de la tortue et ils ont voulu l'introduire dans des disciplines. Mais ces disciplines ont été les mathématiques, la physique, la robotique. Le champ d'application est limité, ce qui n'est pas en soi grave, mais ce n'est plus quand il s'agit d'un outil qui vise le développement de la pensée formelle, indépendamment de son contenu, et que son application, elle, semble par contre limitée aux seules sciences pures. Les lettres, les sciences humaines, ne sont-elles pas des terrains de développement de la pensée formelle? D'où cette autre leçon. Plus une technologie est capable d'être utilisée dans les différentes matières qui constituent les programmes d'études, plus elle a de chances d'être adoptée et de passer dans l'usage. Troisième explication. Le logo est un dialecte, un langage, comme le Pascal ou le Java. Il a une syntaxe, c'est-à-dire des règles à appliquer pour écrire des instructions valides. Sa pratique est donc formatrice, comme est formateur toute langue, autre, tout apprentissage d'une langue autre que celle de la langue maternelle. Mais ici encore, son effet est limité. Pourquoi? Parce que ce qui constitue le tissu, la base commune de toutes les activités de formation qui se passent dans une classe, et cela pour toutes les matières, ce sont des discours écrits ou parlés sur la langue, dans la langue maternelle. Lecture, écriture, expression écrite et orale, développement de la capacité de rédiger un texte construit, clair, argumenté, développement de la conscience de la forme de discours à employer, de ses conséquences sur autrui, ce sont là des préoccupations constantes de l'enseignant et quelle que soit la matière qui enseigne. D'où encore cette autre leçon, toute technologie qui aidera l'enseignant à faire le travail qu'il doit vraiment faire auprès des élèves sera susceptible de susciter son intérêt. Or, si je soumets un des logiciels utilisés dans le cadre du projet de l'école éloignée en réseau, d'ailleurs il est l'objet d'un atelier, le Knowledge Forum, qu'on appelle CAEF, pour aller plus vite, au test que je viens d'appliquer au logo, qu'est-ce que je trouve? Indépendamment de la fonction essentielle de ce logiciel qui est de soutenir un travail de construction de connaissances entre élèves, c'est son objet essentiel, il peut permettre à un enseignant 3 ou 4 choses importantes de son métier. Me préoccuper du développement de la pensée formelle de l'élève. Avec cet outil, l'élève est amené à réfléchir, établir des liens
et certains dispositifs le conduisent même à être conscient de la nature formelle de son intervention. Il me permet de l'utiliser pour permettre à l'élève de maîtriser les éléments des programmes d'études. Les objets qu'on va demander concernent des éléments qui sont ceux des programmes d'études. De l'utiliser dans toutes les matières du programme, on a vu des utilisations dans toutes les matières. De donner de l'importance à l'écriture et à la lecture qui sont dans cet outil continuellement sollicités. Et dernier élément, de garder des traces sur tout ce qui s'est passé, ce qui est utile pour l'éducation. Alors, à la lumière de l'ensemble de ces avantages, et dans la mesure où on est convaincu que l'élève peut aussi acquérir des connaissances de façon active en travaillant en collaboration avec d'autres, il est évident que cet outil a plus de potentialité d'appropriation d'usage par des enseignants que l'autre. Je peux en effet avec lui voir des pans entiers du programme d'études, utilisés dans différentes matières ou pour différentes matières, me préoccuper de développement des niveaux de pensée chez l'élève, amener les élèves à lire, écrire, exprimer leurs pensées, se reprendre, les suivre individuellement, car ce sont ces choses-là qui constituent l'essentiel du métier de l'enseignant. Deuxième exemple de réflexion. Je l'ai intitulé « Les avatars de l'enseignement programmé et du collège-bibliothèque » ou de la nécessité de tenir compte des caractéristiques propres du métier d'enseignant. Alors, vous connaissez le mouvement qui s'est développé autour des années 60, toujours à la même époque, et qui a servi de vecteur pour introduire dans l'école ce qu'on appelait alors les applications pédagogiques de l'ordinateur. Ce mouvement né aux États-Unis a atteint aussi à ce moment le Québec. Et même s'il n'est pas allé très loin chez nous, c'est dans sa version d'application de l'ordinateur, il a marqué profondément le système éducatif québécois. Et je voudrais vous raconter des choses que peut-être vous ignorez et que les gens de mon âge se souviennent. Le point de départ de ce mouvement est la recherche de l'individualisation de l'enseignement. L'atteinte de cet objectif a été d'abord marquée par, vous le savez, le recours aux théories de l'apprentissage de type mécaniste, celles qu'on vous a enseignées à l'université, les Pavlov, Skinner, Watson et consorts, et au mouvement psychologique américain qu'on a appelé le behaviorisme. Et c'est alors qu'on a vu apparaître, avant l'ordinateur, l'enseignement programmé de papier crayon, puis des machines à enseigner pour assister cet enseignement, puis l'enseignement assisté par l'ordinateur. Une petite anecdote, en 1964, je rencontrais un responsable de grosses maisons d'édition françaises, tant au moins des grosses maisons de maisons papier, et comme nous discutions ainsi de l'évolution des méthodes pédagogiques, à un certain moment il me dit « Attendez, je vais vous amener voir quelque chose », et il me monte à son étage, au boulevard Saint-Germain de l'édifice, au cinquième étage, et il monte une grande salle qui était grande comme le quart de cette salle, dans laquelle il y avait des étagères, il y avait des dizaines et des dizaines de manuscrits. Il me dit, tout ça, il me propose des trucs d'enseignement programmé, papier crayon. Je lui dis, est-ce que vous avez les éditer? Il dit, non, on les achète justement pour éviter qu'ils soient édités. J'aurais pensé ce qui se passe au niveau des développements des manuels. Alors, en réaction avec cette approche mécaniste, commence à se développer à la même époque une approche de l'apprentissage que vous connaissez maintenant, les mots constructivistes, d'abord avec Papin, parce qu'avec Skinner, l'élève suit l'ordinateur, tandis qu'avec Papin, c'est l'élève qui commande l'ordinateur. C'est ça la différence. Puis une approche plus ambitieuse encore, car on commence à percevoir les possibilités qu'offrirait un ordinateur pour gérer un enseignement dans lequel l'élève ne serait plus passif, mais au contraire, tellement actif qu'il n'aurait plus besoin de l'enseignant tel qu'on le connaît. Le rêve sous-jacent de cette approche est alors celui d'une classe entièrement automatisée. L'élève aurait accès à l'ensemble des programmes d'études organisés de telle façon qu'il puisse progresser individuellement, mais en attendant, ne peut-on pas déjà mettre en place un tel modèle avec des moyens déjà disponibles? Et c'est là que naît le concept de l'école-bibliothèque.
Mais quelle que soit la conception de l'apprentissage qui préside à l'élaboration de ces nouveaux systèmes d'enseignement, mécanistes ou constructivistes, je me souviens avoir assisté au début de cette décennie à un colloque organisé par le ministère de l'Éducation où on parlait d'automatisation d'enseignement et d'enseignement assisté par ordinateur. Je dois avoir peut-être encore un rapport de 1968 de la CIMEC qui est nouvellement créée, c'est l'ancêtre de la crise, dont le titre était « L'enseignement automatisé ». Et on réservait sur le serveur, sur le mini-ordinateur de ce moment-là, de l'espace pour les commissions scolaires qui voudraient faire de l'enseignement automatisé. Au moment de la création des cégeps et du cégep de Lille-Montréal, une telle forme d'enseignement, celle de la détermination des programmes en objectifs nombreux et séquentiels, c'était la conséquence de ce mouvement, que vous avez connu pendant plus de 20 ans, ont été plus pernicieux. Alors que collégial, le collège-bibliothèque référait à une conception constructiviste des apprentissages, la détermination des objectifs intermédiaires nombreux des programmes du primaire et du secondaire se référait davantage à l'approche italienne. Sans doute, les programmes par objectifs intermédiaires nombreux n'éliminaient pas l'enseignant, comme tentait à le faire le collège-bibliothèque, faisait peut-être pire, ne le réduisait-elle pas à l'être qu'un applicateur. De tout ceci que j'ai vécu et observé, j'ai quant à moi tiré un certain nombre de convictions. Les technologies auront d'autant plus de chances d'être adoptées qu'elles tiendront compte de la représentation que l'enseignant se fait de son métier. Trois choses importantes. Tout d'abord, c'est un métier d'artisan et non d'industriel ou de technocrate. Qu'est-ce que je veux dire par un métier d'artisan? Trois choses sont importantes pour l'artisan. Tout d'abord, son expertise dans le métier est constituée de tours de main acquis avec le temps. Deuxième chose que fait l'artisan, l'amélioration dans l'exercice de son métier se fait par réorganisation d'éléments et non pas par substitution. Troisième élément, un artisan aime avoir le contrôle de l'ensemble des opérations. Deux illustrations de ce besoin d'être en contrôle. Les bons enseignants aiment élaborer leurs propres ressources en s'appropriant celles qui sont disponibles et en les adaptant à leurs besoins et à leurs stratégies. À l'inverse, les difficultés que pose l'utilisation d'appareils soumis à des contraintes de temps, de lieu, de soutien technique, autant de contraintes dont l'enseignant n'a pas le contrôle direct, freinent l'utilisation. Deuxième élément important de la représentation de l'enseignant de son métier, d'abord que c'est un métier d'artisan. La deuxième chose, c'est un métier dans lequel on travaille à l'émancipation de l'élève. À l'école, on donne aux élèves des outils pour qu'ils soient libres. Mais du même coup, l'enseignant recherche et apprécie la liberté dans l'organisation de son travail. Troisième chose, c'est un métier dans lequel on travaille à renforcer le lien social en vivant avec les élèves dans la classe et dans l'école, l'expérience d'une communauté et aussi ces moments intenses où l'on partage des choses ensemble. Et cette représentation du métier, au moins pour l'enseignement primaire et secondaire, n'est pas prête de changer. Et personnellement, je pense qu'elle ne doit pas l'être et qu'il faut même renforcer la pratique de ce métier selon cette représentation. Aussi, toute technologie qui ne tienne pas compte de ces éléments aura peu de chances d'être appropriée. Par contre, toute technologie qui vient en soutien de l'un ou l'autre de ces éléments pourra, elle, l'être. Passez en revue les technologies que vous connaissez, soumettez-les au test de la représentation que se fait l'enseignant de son métier et vous comprendrez mieux certaines choses. Pourquoi les technologies de laboratoire virtuels qui peuvent se dérouler sans enseignant auront-elles moins d'attrait que des technologies qui viennent soutenir les laboratoires réels? Pourquoi des logiciels de création utilisables par les élèves attirent-elles l'attention de certains enseignants? Il y en a tant.
dans les ateliers présentés ici. Pourquoi en est-il de même pour des technologies permettant l'échange, la communication, le partage entre les élèves? Tenir compte donc du fait qu'il y a des programmes d'études, avec leurs exigences d'atteinte des résultats. Tenir compte de la représentation que se fait l'enseignant de son métier, ce sont là deux incontournables qu'il faut avoir présents quand on vise le déploiement de l'usage des technologies. Mais, me direz-vous, les faits dont vous venez de parler sont de la préhistoire. On n'en est plus là. Il suffit de voir la liste des ateliers de ce colloque pour voir le déploiement actuel des TIC. Vous avez raison. Si j'ai fait le détour de la préhistoire, c'est que cette histoire a été, pour moi, d'abord une histoire. Et c'est en la vivant que j'ai acquis une certaine méfiance par rapport aux promoteurs de grands systèmes qui ignorent ou ne tiennent pas compte des acteurs, de la représentation qui se font de leur rôle, des structures d'action dans lesquelles ils agissent. Oui, on est dans l'histoire. On est passé de la préhistoire à l'histoire. Et pourquoi? C'est justement parce que l'enseignant se trouve maintenant dans un environnement qui est pour lui plus propice à l'appropriation des livres. Pensez simplement aux trois faits suivants qui changent la donne relativement à l'utilisation de cette technique. La malléabilité actuelle de l'utilisation de l'ordinateur permet à l'enseignant la personnalisation de son contrôle de l'outil et l'accroissement de ses possibilités d'usage. Comme le montre dans l'histoire le passage du mini-ordinateur au micro-ordinateur, puis au portable, puis au réseau, puis au sans-fil, et avec tout cela, la transformation de cet outil en homme numérique. Un autre élément qui a changé la donne, la possibilité de l'accès à l'Internet place l'enseignant dans un environnement qu'il connaît bien déjà, qui est celui de l'information. C'est la matière sur laquelle il travaille et que la tradition scolaire a intégré depuis des centaines d'années dans des stratégies de formation avec le livre, avec la bibliothèque, puis plus tard avec la vidéothèque. La matière qui est sur le web est pour lui un monde connu. Ce que lui donne l'Internet, c'est l'accroissement des possibilités de ce qu'il faisait déjà. Troisième changement important, le développement des compétences en technologie de l'information des élèves est désormais un des éléments des programmes d'études. Et à partir du moment où on sait que l'enseignant se sent toujours obligé par rapport au programme d'études, l'enseignant, devant cette obligation, est incité à faire boulot, c'est-à-dire à utiliser des technologies dans les différentes matières de son programme. Bref, le contexte actuel de l'utilisation des technologies de l'information est différent de la situation antérieure. Ces technologies, grâce à l'unification numérique, deviennent des outils de maîtrise parfaite de l'information et se rapprochent aussi de la pratique de l'enseignant. De plus, l'enseignement est désormais appelé à initier l'élève à l'utilisation de ces outils. Or, si le choix des moyens soumet des méthodes d'apprentissage ne se décrète pas, ce que lui demande le programme d'études est considéré par l'enseignant comme obligatoire. Tout cela poussera à l'augmentation de l'usage de ces technologies. On a franchi un seuil et la période des cycles technologiques d'enchantement, désenchantement rapide que moi j'ai connu arrive probablement son terme. Le deuxième moment de cette réflexion, c'est que nous dit le déploiement actuel de l'utilisation des technologies de l'information quand on les regarde du point de vue de leur usage. Je vais tourner le point rond sur cette partie. Je vais vous indiquer, vous aurez le texte, vous indiquerez quelle était ma préoccupation. Quand on regarde simplement le contenu de l'ensemble des ateliers que vous donnez, on a l'impression d'être dans un souk. Il y a plein de choses diverses, mais toute cette diversité, comment les donner, comment essayer de réfléchir et de penser. Ce qui serait intéressant, évidemment, ce serait d'avoir un système de classification qui pouvait, classification d'après les usages, pas d'après la technologie. J'ai constaté que très souvent on dit ça marche avec PC, ça marche avec Mac. Ou bien ça c'est bon pour le français, puis ça c'est bon pour l'anglais ou pour les mathématiques. Non, à partir des usages de l'enseignant, qui est différent. Enfin,
Et donc, il y a 5 ans, dans une conférence que j'ai faite, je me suis essayé à sortir une catégorisation de 4 profs. Et comme je fréquente quelques universitaires, Thérèse Laferrière a trouvé que c'était pas bien notable, mes configurations, je pense raison. J'ai fouillé dans Internet pour essayer de voir si maintenant les universitaires travaillent dans ce dossier. Ce serait intéressant de voir qu'on puisse essayer de ne pas mettre tout dans les mêmes niveaux. Vous le mettez suivant. J'en ai trouvé un, je ne sais pas ce qu'il vaut. Le support, classification du visage. J'ai trouvé une classification qui est là. Pour animer, organiser, conduire, pour produire, créer, publier, pour rechercher, se documenter. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle aide déjà à mettre un peu d'ordre. Hein, puis essayer de voir à quoi ça sert. C'est à partir des usages. Mais la chose la plus importante, évidemment, c'est pour se former, s'auto-former. Or là, quand on regarde l'ensemble des logiciels éducatifs ou des choses qui sont faites, il nous faudrait aussi d'autres catégories. Puis, il y a une catégorie qui revient sans arrêt, c'est à partir des principes, des conceptions d'apprentissage qu'on a, constructivisme, mécanisme. Vous pensez que c'est ça qui va convaincre un prof d'aborder ce sujet-là? Il va prendre un logiciel parce qu'il est constructif. Enfin, ça part sur le sujet, il n'a rien à faire, excusez-moi, il n'a rien à foutre. C'est parce qu'on sait, mais les concepteurs, non, c'est pas ça. Il y a longtemps qu'ils faisaient du constructivisme sans le savoir. Non, ce qui est important, c'est à partir de l'usage. Puis hier, je n'en ai pas trouvé, puis je me suis essayé pour vous donner un exemple de ce qui serait peut-être utile, puis ici, il y a plein de monde qui pourrait travailler là-dessus. Pour pouvoir le déterminer. Par exemple, j'ai pris par exemple l'Internet. J'ai pris l'Internet. Et puis, en me prenant en auto, je constatais dans le texte que je viens d'ajouter que j'aurais pu encore déployer davantage. Quand je regarde le point de vue des usages, et toujours en essayant de rattacher l'usage de cet outil par rapport à un usage qui existait déjà chez l'enseignant. C'est ça qui est important de regarder dans l'usage, si on veut que ça, qu'on le prenne. Par exemple, je peux utiliser l'usage d'Internet dans lequel les élèves doivent analyser les informations qui sont présentées sur le web afin de dégager des caractéristiques qui permettent de distinguer le statut différent de ces textes. Type d'exercice que l'enseignant a déjà fait. En français, on fait ça. On a déjà fait ça quand les élèves devaient analyser des documents sur papier. Mais sur le web, le choix des textes que l'on peut proposer est plus vaste. Mais des fois trop. Un deuxième usage que je pourrais faire, un usage dans lequel je vais demander aux élèves de repérer sur le web des indicateurs qui vont me permettre de juger de la pertinence et de la fiabilité des informations, ce qui est différent de la nature. Mais cela s'est déjà fait. De mon temps, on faisait ça avec les journaux. Vous prenez différents journaux, essayez d'analyser ces éléments-là. Cependant, le matériel à analyser disponible sur le web est évidemment maintenant plus riche. Un troisième usage, puis ça j'ai constaté qu'il y a tellement d'usage là-dessus, parce que beaucoup de choses de scénario pédagogique, c'est cela qu'ils font. L'enseignement propose à l'élève des situations problèmes qu'il doit résoudre par l'accès à des sites. Mais cela c'est déjà fait avec la bibliothèque. Cependant, le web est plus riche des bibliothèques. Et c'est aussi une mer dans laquelle on peut se noyer. Donc on a des contre-choses à faire de façon à ce que l'élève utilise ça correctement. Mais dans tous ces exemples, vous constatez que c'était déjà un usage et que l'outil donne une nouvelle possibilité. Dernier élément, concernant toujours l'Internet, parce que celui-là est moins utilisé. Un usage qui avait nommé l'enseignant à proposer aux élèves des situations problèmes qu'ils doivent résoudre en collaborant entre eux en réseau. Ça, j'ai découvert avec l'école éloignée à réseau. D'une façon générale, l'enseignant considère le web comme le lieu dans lequel il y a de l'information où on peut mettre sa propre information. Moi, j'ai découvert que la chose importante dans le web, c'est la communication, l'interrelation qui est possible. D'ordinateur à ordinateur. Si je comprends bien cet usage, dans cette situation, je peux donner une situation problème qu'ils doivent résoudre en collaborant entre eux en réseau. Dans cette situation, le web n'est plus utilisé d'abord comme le lieu où on trouve de l'information et comme le lieu virtuel de rencontre et de collaboration. On a déjà essayé ça en mettant les élèves à l'équipe pour résoudre des problèmes. Moi, dans ma pratique au niveau collégial, j'ai essayé de faire ça. Mais il est possible
Mais on le sait très bien quand on est enseignant, que dans ce travail technique, il ne faut pas les laisser longtemps, ce n'est pas les résultats que ça va faire. En fait, on ne sait pas ce qui se passe si je ne suis pas là. Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle ils vont s'amuser, ils vont perdre de temps, je ne vais pas l'utiliser. Mais avec lequel, dont j'ai parlé précédemment, les possibilités de la gestion d'une telle dynamique sont décuplées. Quand les élèves réalisent dans le mode virtuel, donc cet outil me donne une plus-value si je vois ces choses-là. Alors il serait intéressant, c'est ça que je vous dis, que chacun des logiciels d'apprentissage qui sont présentés dans les ateliers de ce colloque, et de voir comment ils peuvent s'insérer dans une ou des pratiques déjà existantes, et de voir ce que l'usage de l'outil technologique ajoute comme possibilité pour renouveler ces pratiques. Alors, un texte d'examen permettrait peut-être à terme de constituer une typologie des usages des logiciels d'apprentissage, mais quoi qu'il en soit, cet exercice n'est pas devant soi. Il oblige à regarder la technologie à partir d'un usage qui existe déjà et sur lequel il peut se greffer. Et c'est un message important pour l'enseignant. Alors que très souvent, on est écrit sur ce qui a produit chez l'élève. On oublie toujours de les raccrocher sur la pratique existante des enseignants et pourrait permettre de mieux réaliser. Je fais aussi d'autres observations relativement à cette catégorie. Et vous verrez d'ailleurs dans le texte, des fois on se dit on a inventé la lutte. J'ai mis un texte là de 1984 dans lequel le ministère de l'Éducation au Québec indiquait les logiciels éducatifs qui pouvaient, les logiciels qui pouvaient s'utiliser dans l'école, qu'en regardant la comparaison, des fois certaines s'est dépassées, mais il y a des affaires là qu'on fait encore aujourd'hui. Le regard historique permet toujours de porter des jugements. Et puis là, vous pourriez poser des questions comme celle-ci, parce qu'on ne met pas beaucoup l'accent sur un certain nombre de technologies pour la gestion pédagogique, mais dans ce qui constitue le cœur même de la classe des apprentissages, ça touche pas. C'est pas beaucoup de choses, d'énergie sur ces affaires-là, on est informatisé, là. Mais à classe. Enfin, vous voyez là, les catégories de cet ordre, des questions qu'on pourrait se poser. Alors j'aborde la dernière question, la dernière partie, qui est tendue, qui est la suivante. Que faut-il faire pour privilégier, pour que les actions posées tiennent mieux compte des contraintes propres au développement des usages? Parce qu'à partir de l'analyse, il y a assez de monde ici qui est capable de faire ça. Alors, si la clé du développement de l'intégration des TIC à l'école est l'usage qu'en fera l'enseignant, les stratégies mises en œuvre pour permettre ce développement devront évidemment tenir compte de cet incontournable. Je voudrais ici dire quelques mots sur la manière de tenir compte de ce fait dans 5 éléments d'une stratégie de développement. Et je vous indique ces 5 éléments, et je vais vous dire un mot sur chacun. Les discours. Pour inciter les enseignants à utiliser les nouvelles technologies de l'information, on utilise souvent des discours, des rhétoriques qui sont inefficaces. En tout cas, si j'étais enseignant, ne me convaincrait pas, pire, qui ferait que produirait le résultat inverse. Ainsi, par exemple, des discours utopiques qui célèbrent la naissance des temps nouveaux, qui annoncent pour certains rien de moins que la fin d'une ère qui avait commencé aussi par 2 outils technologiques, la découverte du feu et celle de l'écriture. Je fais allusion à M. Didi, dont vous avez peut-être lu les textes. Puis une version plus modeste de ce discours annonce la fin de l'ère Gutenberg. Ainsi aussi d'autres discours qu'on entend. Celle du changement, qui exclut d'avance la pertinence de ce qui se faisait jusqu'alors. Ce discours qui, au nom de l'innovation pédagogique, de l'innovation technologique, et de ces 2 innovations présentées comme allant de pair, marque de l'équité dépassée ou non pertinente, tout le reste. Alors qu'on a des profs de très grande valeur, comme professeurs, qui étaient d'abord enseignants. Alors il faut dégonfler ces baudruches, si on se place du point de vue de la transformation des usages. La technologie se greffe sur des usages existants qui permettent de réaliser des intentions qui préexistaient bien d'abord, sans intérêt.
Il faut aussi être prudent. Je ne sais pas, il ne faut pas le dire, mais il faut être prudent pour l'utilisation de deux autres discours. Celui de l'efficacité et celui de l'intérêt. Il n'y a pas de preuve scientifique déterminante qui montrerait que l'enseignement qui utilise ces technologies est significativement plus efficace pour les apprentissages des élèves que celui qui n'y recourt pas. Les conditions d'expérimentation portant sur l'efficacité à l'éducation ne sont pas celles qui mesurent l'efficacité des médicaments. Ce ne sont pas quelques résultats immédiats, limités, portant sur des changements qualitatifs ou quantitatifs, observés dans des apprentissages, qu'il y ait d'utilisation technologique ou pas, qui peuvent servir à conclure de façon péremptoire et définitive dans un domaine, celui de l'éducation, qui est un phénomène long et complexe. Aussi que l'on soit pour ou contre, chaque camp peut trouver une étude qui permet de justifier sa position. Il faut aussi être très prudent dans l'utilisation de l'argument de l'augmentation de la motivation des élèves. Il y a augmentation de la motivation et vous êtes nombreux à l'avoir signalé dans les descriptions du contenu de vos ateliers. Mais certaines études disent qu'il y a pour l'élève augmentation de la motivation chaque fois qu'on introduit quelque chose de nouveau, quel que soit l'objet. Alors, soyons prudents dans l'utilisation de ces arguments. Ils peuvent servir, certes, à rassurer un décideur qui doit soutenir des efforts d'intégration des lignes, on va lui dire que ça ne veut rien, mais non à convaincre un enseignant qu'on veut inciter à se lancer dans un projet d'intégration d'éthique. Parce que c'est de ça que j'ai été enseignant, il faut que je comprenne. Mais alors, vous allez me dire, quel discours de promotion tenir? Ben, celui auquel est toujours sensible l'enseignant, le discours social. L'informatique est un fait social. Il apparaît dans des formes multiples de l'activité sociale. C'est donc participer à une forme d'éducation civique que de préparer à l'école le futur citoyen aux différentes formes d'informatisation de la société. Et dans un tel contexte, l'utilisation de cette technologie pour aussi faire apprendre est d'autant plus évident que pour la première fois dans l'histoire des technologies éducatives, l'ordinateur qui à l'école peut être utilisé comme outil pédagogique est le même qui est de plus en plus utilisé dans l'ensemble de la société pour produire, travailler, communiquer. Et si je constate, en plus, que je peux obtenir par ce moyen une augmentation de mon efficacité professionnelle comme enseignant, pourquoi je n'en aurais pas l'usage? Deuxième élément sur lequel je voudrais réfléchir, c'est un domaine à partir de l'usage, c'est la question de l'appropriation. Si on veut se préoccuper d'abord des usages, il faut avoir quelques idées claires sur la manière dont se réalise l'appropriation d'une technologie. Cette appropriation n'est pas une appropriation mécanique dans laquelle une pièce remplace une autre ou s'ajoute à une autre. Et quand vous dites des changements de paradigme, c'est ça qu'on pense. On se dit, tiens, on va changer ce logiciel et en mettre un autre. On pense que c'est ça, comme ça que ça marche. Elle se rapproche davantage d'un processus vivant comme celui de la greffe, ou de la manière dont les activités que l'on peut faire avec son corps intègrent une prothèse, des lunettes par exemple, ou un outil, comme on le fait avec, pour en faire un instrument, l'outil, et là, ils ont fait un instrument lorsque des skis, une auto, un violon. L'outil, en devenant instrument, devient alors un prolongement de l'action du corps. L'outil, c'est le dispositif technique extérieur à moi. Il devient instrument quand mes chaînes d'activité se sont transformées pour intégrer les capacités fonctionnelles de l'outil. À ce stade de transformation, l'activité est transformée pour bénéficier de l'apport et des possibilités de l'outil. C'est ce même processus d'appropriation que vous pouvez observer avec des objets techniques qui se passe lorsqu'il s'agit de l'appropriation de biens intellectuels. Leur appropriation ne remplace pas, mais elle modifie nos processus mentaux, nos chaînes d'activité mentale. Ainsi, vous avez pu observer pour vous-même les différentes phases d'appropriation d'une technologie. Il y a celle d'un premier niveau d'utilisation,
On l'apprend en répétant séquentiellement les procédures d'utilisation, puis celle d'un deuxième niveau, celle dans laquelle on est capable de modifier des procédures pour les ajuster à des situations différentes, puis celle d'un troisième niveau qui vous permet de développer vous-même de nouvelles procédures pour répondre à des situations inédites. Si on était vraiment conscient de ces choses, pensez-vous que l'on porterait tout l'effort de soutien aux enseignants à l'appropriation d'une technologie au seul premier niveau, comme on le fait trop souvent? Et puis, ne néglige-t-on pas aussi trop souvent un autre élément qui a son effet sur l'appropriation? La recherche de la généralisation de l'utilisation de la technologie dans l'environnement immédiat de l'enseignant et l'école. Non seulement parce qu'une pratique généralisée a un effet d'entraînement, mais aussi parce qu'un pionnier, et vous le savez, longtemps seul ne va jamais. L'action de l'enseignant dans une école n'est jamais une action isolée. Elle est insérée dans des règles, des systèmes d'organisation, la culture de ce milieu, l'esprit de corps. Et plus un système est constitué d'interrelations denses, ce qui est le cas de l'école en général et de l'école secondaire en particulier, plus ce système développe de leadership. La résistance au changement est d'abord un problème physique d'inertie des systèmes. Vous savez, parce que vous bagarrez les systèmes informatiques et non une réaction d'autodéfense des acteurs. Se préoccuper du développement de l'usage, c'est donc aussi se préoccuper de ces questions. Combien de fois le manque de constance et de persistance pour faire atteindre un certain volume d'utilisation à la fois individuelle et collective de l'usage d'une technologie n'a-t-il pas été la cause de son effondrement? Troisième remarque que je fais sur l'importance. Si on veut s'assurer un développement des usages, il faut qu'à moyen terme, un certain nombre d'ordinateurs soient continuellement disponibles dans chacune des classes, que chacune des classes dispose d'une connectivité optimale, que chaque enseignant dispose d'un portable. Penser ces choses, ce n'est plus rêver. Vous connaissez le projet de l'ordinateur portable à $100 développé par Nicolas Négroponté pour des pays en développement, d'avoir aussi des effets sur nos systèmes. Les possibilités de mise en place de tels moyens se rapprochent. C'est pourquoi, ici aussi, il faut avoir des idées claires par rapport aux outils matériels et être capable d'expliquer ça à un directeur général de commission scolaire, à un directeur de services éducatifs, aux responsables informatiques et aux responsables du matériel. L'ordinateur n'est pas un outil comme les autres. Il y a séparation entre sa partie matérielle et sa partie logicielle. Alors qu'un outil est habituellement conçu pour une fonction, la partie logicielle de l'ordinateur est conçue pour remplir des fonctions multiples. Et ça, il ne sait pas. Celui à qui vous montez la tête, il pense que c'est pour, comme il fait lui, uniquement du traitement de texte. C'est cette polyvalence qui lui donne de l'intérêt. C'est avec le même outil matériel auquel s'ajoute la connectivité que se réalisent les différents usages des types indiqués plus haut. Le besoin global d'apprendre ou de faire apprendre peut être satisfait de bien des manières. C'est pourquoi un même appareil qui peut m'aider à gérer les différents environnements éducatifs est précieux. Il doit être dans la classe, là, disponible, comme on a pensé que devait être disponible dictionnaire, encyclopédie, carte, livre, fichier de travaux d'exercice, jeux éducatifs. L'innovation. Quand on la regarde du point de vue des usages, l'innovation est une notion relative. En cette période qui, parce qu'elle valorise l'innovation, crée les conditions de sonorisation verbale, il est bon d'être modeste. Quant à moi, je considère qu'innovation quand une technologie permet de mettre à jour une logique d'action qui existait déjà, mais qui n'avait pas la possibilité de se réaliser aussi facilement et aussi pleinement. Ainsi, par exemple, un logiciel de simulation a pour moi un caractère novateur. Pourquoi? L'expérimentation en laboratoire a pour but d'amener l'élève à faire varier des variables et à observer les effets de ces changements sur les autres variables pour en dégager une loi. Mais les conditions réelles de la mise en place de dispositifs de laboratoire limitent pour l'élève les possibilités de variation. Il est capable de faire que 3 mesures, et pour le professeur l'importance qu'il peut donner à ce type d'exercice.